avec les élections européennes. Les inégalités en Europe, les 1% des plus hauts revenus en Europe ont capté 17% de la croissance totale en 40 ans, tandis que les 50% du bas n'en ont capté que 15%. C'est ce que révèle ce rapport publié à 50 jours du scrutin justement des européennes. Des inégalités qui corrodent dangereusement le lien social. Comment les résorber? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le pot de départ du grand patron d'Airbus promet d'être grandiose. This is the right decision right now. Tom Enders, qui prend sa retraite dans quelques jours, va percevoir près de 37 millions d'euros. Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault, a lui aussi fait valoir ses droits à la retraite. Il revendique 765 000 euros chaque année jusqu'à sa mort. Des chiffres vertigineux, l'impression d'un gouffre entre les plus hauts revenus et les plus modestes. Un malaise qui n'est pas étranger à la crise des Gilets jaunes. Je suis étonné qu'un nombre plus grand de Français ne soit pas insupporté par ce type d'inégalité. Ce qu'on veut, c'est que ça change, que les fins de mois ne commencent pas le 15. Une nouvelle étude publiée hier confirme que les inégalités de revenus se creusent depuis 40 ans en Europe. Les revenus des 1% les plus riches ont augmenté 2 fois plus vite que la moyenne, surtout à l'Est. Pour la France, le rapport constate depuis les années 2000 une stabilité relative des inégalités après impôt. Mais jusqu'à quand? La nuit dernière, le ministre de l'Action et des Comptes publics a confirmé la volonté du gouvernement de supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches. Nous avons évidemment à accomplir la promesse du président de la République de la suppression à 100% de la taxe d'habitation sans les résidences secondaires d'ici la fin du quinquennat du président de la République, c'est-à-dire d'ici l'année budgétaire 2022. Alors, dans ce contexte de baisse des impôts, les prélèvements fiscaux et les transferts sociaux pourront-ils encore contenir les inégalités? Comment corriger les écarts de ressources entre citoyens sans décourager l'initiative individuelle? Bonsoir Philippe Magnière, essayiste sérieux, vraisemblablement, et économiste. Selon vous, la France, Philippe Magnière, la France est l'un des pays les plus égalitaires au monde, et si les écarts de richesse y ont peu augmenté ces dernières années, c'est grâce à un système excellent, un système de redistribution extrêmement robuste. À côté de vous, Lucas Chancel, bonsoir. Vous êtes co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Vous êtes chercheur à l'École d'économie de Paris et vous êtes le co-auteur du fameux rapport à partir duquel nous parlons et nous débattons ce soir. Rapport publié hier, non avant-hier, le 1er avril, Inégalités et redistribution en Europe. Un rapport sur le long terme. De 1980 à 2017, le modèle social européen a-t-il résisté à la montée des inégalités? À vos yeux, les inégalités grandissent ici aussi. Et plus une société est inégalitaire, c'est presque une palissade, moins bien elle fonctionne et le lien s'abîme. Et enfin, à côté de vous, Hélène Périvier, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, spécialiste des questions sociales. Vous estimez que l'État social est ce qui, jusqu'ici, a limité les dégâts, mais la baisse des dépenses publiques joue contre la solidarité et accroît le sentiment, c'est très important, on va en reparler beaucoup au cours du débat, le sentiment, le ressenti des personnes précaires qui pensent payer des impôts pour rien. Vous avez sélectionné la première question de ce débat parmi celles que vous avez reçues, Nadia. Oui, c'est un de nos téléspectateurs qui voudrait savoir s'il y a un seul pays égalitaire ou à peu près égalitaire sur cette planète. Lucas Chancel, est-ce que dans l'étude, vous avez identifié un pays un peu modèle où les hommes et les femmes seraient égaux autant que possible? Ce qu'on montre dans l'étude, c'est qu'il y a une diversité de situations, il y a un panorama, un spectre assez large en matière d'inégalité. Vous avez des niveaux d'inégalité assez extrêmes, comme les États-Unis. Puis si vous regardez en Europe, vous avez des niveaux d'inégalité assez faibles. Mais même au sein de l'Europe, voilà, il y a des disparités. Il y a des disparités. Donc Europe du Ça, Nord, par exemple. plutôt égalitaire. Europe du Nord. Scandinavie. Pays anglo-saxons, plutôt inégalitaire. Ouais. Europe de l'Est, très égalitaire avant la chute du mur. J'ai vu que la Belgique s'en sortait bien. Transition vers l'économie de marché, les inégalités augmentent, pas de surprise. Mais elles vont augmenter à un rythme qui est extrêmement marquant. C'est une explosion en quelques années qui va bouleverser la société par ailleurs. Et la Belgique? Et la Belgique, pays relativement égalitaire Voilà. avant et après impôt. Alors, comment la Belgique pourquoi est relativement égalitaire en accueillant un certain nombre de milliardaires d'autres pays qui viennent s'y installer Alors, ce qui ressort quand même, les enseignements principaux de cette étude, c'est que... Pas tous. Non, La Belgique. Juste un enseignement principal. Ce paradoxe belge, c'est effectivement
l'État social ou ce qu'on appelle la prédistribution qui permettent de contenir cette hausse des inégalités en Europe. C'est ça le cœur du modèle social européen et on va le retrouver en Belgique, on va le retrouver en France. Seulement, il faut la financer, cette redistribution. Attendez, et ben justement... Cette prédistribution, excusez-moi. Et donc là, on en vient sur le débat et actuel de la fiscalité. Voilà, mais ça va être dans le débat. Mais d'abord un chiffre pour qu'on comprenne. Un chiffre tiré de votre rapport à 32,6%. 10% des Français les plus riches captent 32,6% du revenu national avant impôt. Alors Philippe Magnière, est-ce que ce chiffre est équivalent à celui de nos voisins européens ou très différent? C'est comparable, vous le disiez à l'instant, il y a des pays où c'est un peu moins, il y a pas mal de pays où c'est nettement plus, en particulier les pays anglo-saxons. Ce qu'il faut voir, c'est que la France, dans le temps, a assez peu changé sur ce sujet. C'est-à-dire que la France est, depuis maintenant 40 ou 50 ans, un pays assez égalitaire, moins que certains, mais plus que la plupart. Et à la différence de beaucoup d'autres pays, il y a très peu de variations dans le temps. Il y a eu un tout petit décalage sur 10-15 ans, mais très petit, qui est franchement à peine perceptible. C'est très différent, par exemple, si vous prenez les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui ont des tas de vertus par ailleurs, mais qui, sur ce critère, ne sont pas vertueux. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une très nette augmentation des inégalités, par exemple aux États-Unis, où on est revenu à des niveaux d'inégalité dignes des années 30. En France, les inégalités se sont réduites. Aujourd'hui, quand vous regardez, elles sont plus faibles qu'elles l'étaient pendant les 30 Glorieuses, qui nous font tous fantasmer, qui étaient des années de croissance merveilleuse, mais où il y avait plus d'inégalités qu'aujourd'hui, parce qu'entre-temps, on a considérablement développé l'appareil de redistribution. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis, disons, une quinzaine d'années, ça s'est enrayé pour une raison qui, à mon avis, est principalement celle du chômage. C'est-à-dire que quand vous avez un chômage élevé, et puis également l'éclatement des cellules familiales, ce dont on ne parle pas assez, qui crée évidemment une disparité de revenus très forte. Plus de familles monoparentales. Quand vous regardez l'explication majeure de la pauvreté, qui en France d'ailleurs est faible, mais qui augmente, comme presque partout ailleurs, l'explication principale, c'est l'apparition de cellules monoparentales, en particulier de femmes seules avec 1 ou 2 enfants. Philippe Magnière, vous parliez des États-Unis, il y a un Américain, la troisième fortune du monde, qui aimerait payer plus d'impôts qu'il n'en paye. C'est assez rare, c'est Warren Buffett. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il explique ça, qu'il ne paye pas assez d'impôts. On le regarde et on en parle après. Il a raison aux États-Unis. Est-ce qu'on prend l'argent de la personne qui me sert à manger ou est-ce qu'on me le prend à moi? C'est à moi qu'on devrait le prendre. Mon taux d'imposition est plus faible que celui de mes employés. Je n'ai pas de niche fiscale. Je remplis juste le formulaire des impôts. Ce n'est pas normal. Hélène Périvier, le cas de Warren Buffett est un cas particulier ou on peut le généraliser? Non, c'est un cas particulier parce que sinon je pense que les taux marginaux d'imposition seraient beaucoup plus élevés et on n'aurait pas vu les baisses récentes aux États-Unis. Non, je pense qu'il faut bien distinguer les inégalités de revenus primaires, donc ça a été dit, l'accès au marché du travail, aux ressources. Et là, il y a quand même beaucoup à faire en matière de discrimination, notamment femmes-hommes, mais aussi lié à l'origine ethnique, etc. Et c'est vrai en France, pas seulement, mais c'est aussi vrai en France. Et puis après, il y a ce qu'on a bien montré tout à l'heure, c'est qu'il y a le système fiscal et social qui redistribue ces richesses. Mais il faut bien prendre en compte ces deux types d'inégalités parce que c'est aussi très important d'avoir accès au marché du travail, de pouvoir avoir une perspective de carrière. Et ça joue aussi beaucoup sur le ressenti qu'ont les gens. Néanmoins, voilà, une fois qu'on a dit ça, le rôle de l'État social est absolument central pour contenir les inégalités. Les pays dans lesquels il y a le plus de transferts sociaux vers les populations les plus démunies sont ceux qui ont des taux de pauvreté les plus faibles. J'ai tweeté un graphique qui montre ça très bien. C'est tout à fait mécanique, mais donc on voit bien que si on veut contenir la pauvreté, il faut avoir des transferts très généreux qui permettent de la limiter. Donc il y a deux formes. Il y a qu'est-ce qu'on fait avec les gens très riches, voilà, et qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens qui sont en bas de la distribution des revenus. Et la dynamique des inégalités, elle est vraiment sur ces deux aspects-là. Et Lucas Chancel, il y a aussi les moyens riches. Oui. Si on prend l'exemple de la France, 10% des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ces 10% de Français, ce n'est pas tous des Warren Buffett. Est-ce qu'on peut leur demander encore plus ? Non, mais là, je pense qu'il faut remettre l'impôt sur le revenu dans son contexte général de l'imposition en France. On sait très bien que l'impôt sur le revenu est finalement un impôt qui récolte finalement assez peu d'argent au regard des autres formes d'imposition, notamment la TVA, donc les impôts indirects sur la consommation, qui sont régressifs, qui sont payés largement par les plus modestes. Donc, qui sont injustes, donc. Qui sont, en mon sens, en tout cas, si on en reste à la définition de la régressivité, si vous êtes plus modeste, vous allez avoir une part de votre revenu dépensé sur cet impôt-là qui va être plus forte que quelqu'un qui est plus riche. Or, la promesse de la progressivité de l'impôt, qui est quand même dans l'esprit
de la Constitution française, dans l'esprit de nos déclarations des droits, c'est quand même une promesse de progressivité. Donc il ne faut pas se limiter à cet impôt sur le revenu qui va focaliser un grand nombre de débats quand en fait l'ensemble du système fiscal français est lui structurellement régressif. C'est-à-dire que si vous allez très haut dans la distribution des revenus, le top 0,01%, votre taux d'imposition va diminuer. Plus vous êtes riche. Et depuis 2017, il diminue très haut, encore davantage. Très haut, c'est-à-dire... C'est vrai, c'est d'ailleurs des thèses de Thomas Piketty qui sont justes. C'est arriver à un niveau, quand vous êtes dans les 0,001, vous finissez par avoir Bernard tellement Arnault, par d'avantages. exemple. Voilà, prenons un exemple au hasard. Vous avez un certain nombre d'avantages, des niches ou en tout cas des traitements différenciés des classes de revenus dont vous êtes plus titulaire parce que quand vous êtes très riche, par définition, vous avez un type de revenu en général que d'autres n'ont pas. Là, vous avez effectivement une petite baisse et parfois même assez accusée, mais vraiment à l'extrême pointe. C'est pour ça que je pense sur ce débat qui est très intéressant. Mais les inégalités, c'est piégeux à tous les niveaux. Il y a de l'idéologie, il y a de la différence dans le temps, dans l'espace, c'est compliqué. Et la TVA, c'est pas un impôt injuste. Je pense qu'il faudrait s'obliger à ne pas raisonner sur des choses qui ne sont absolument pas significatives. Et typiquement, les 300, 400, 500 000 ou 2000 personnes les plus riches, qui ne sont pas nous ni vous, voilà, c'est un autre monde. Et franchement, ça n'a tellement pas de signification. Alors, ça a l'importance symbolique, mais ça n'a aucune signification économique, ni aucune signification sociale. Et la taxe d'habitation qui a été supprimée pour les 20% les plus riches. D'abord, sur la TVA, elle est marginalement régressive, faiblement régressive, parce qu'en réalité, non, mais parce qu'on peut dire aussi que les gens ne consomment pas exactement les mêmes choses, etc. Elle est légèrement régressive. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous avez une très forte TVA, une très forte CSG. Vous n'avez pas de la CSG, qu'elle peut faire à peu près le même reproche. En France, parce que l'IR, plus de 50%, 55-56% des ménages sont exonérés d'impôt sur le revenu. Et donc, dans le fond, il y a un report. Ils payent la CSG. Oui, non, faut pas l'oublier, parce qu'on dit 50%. Laquelle est également, à certains égards, progressive. Enfin, on peut tout dire sur le sujet. Très faibles égards. De faibles égards, mais non. Non, juste pour dire que cette idée que 50% des ménages ne paient pas d'impôt est fausse parce qu'on ne paye pas d'impôt direct. Oui, mais la CSG est un impôt direct. Donc oui, si. Donc ça c'est faux. Maintenant, précisément, la progressivité de l'impôt, elle est portée par l'impôt sur le revenu. Donc le moins on lui donne d'importance, le moins le système est progressif. Il y a dans ce système d'impôt progressif, il y a tout un ensemble d'éléments comme le quotient familial ou le quotient conjugal dont on parle très peu. Donc il reste pas grand-chose, hein. Il est très plafonné. Très plafonné. Le quotient familial. C'est quoi, le quotient conjugal n'est pas plafonné. Non, je parle du quotient familial. Oui, mais le quotient conjugal, lui, ne l'est pas. C'est l'avantage fiscal qu'on a des couples qu'ont les couples mariés pacsés qui ont des revenus très inégaux, qui ont droit à 2 parts fiscales et qui déclarent conjointement leurs revenus. Cet avantage fiscal, on a publié un travail là-dessus à l'OFCE très récemment, peut monter jusqu'à 30 000 € pour des revenus très très élevés, certes, mais il n'est pas plafonné. L'avantage fiscal lié à la présence d'un enfant est plafonné, l'avantage fiscal lié à la présence d'un conjoint ne l'est pas. On va revenir sur Lucas Chancel sur la taxe d'habitation. Pour les 20% les plus riches, Gérald Darmanin a confirmé qu'elle allait être supprimée. Est-ce que vous considérez que c'est une erreur et que cet argent aurait dû être utilisé justement pour être distribué? Là, c'est ce qu'on voit. Hein. Les premières estimations, notamment faites à l'OFCE, des collègues de l'OFCE, montrent que la supprimer pour tout le monde et donc sur les 20% les plus riches, ça va faire que la concentration des gains de cette suppression va être concentrée chez ceux qui n'ont pas franchement besoin d'avoir de nouveaux cadeaux symboliquement, c'est maladroit. Symboliquement, mais je veux juste revenir sur ce point. Finalement, tout ça n'est qu'une question morale. En fait, non. Et c'est bien quand même ce que montre. C'est bien ce que montre notre étude. Si vous regardez l'ensemble de la croissance macroéconomique depuis 1980 en Europe et en France, la France ici est bien représentative de ce qui se passe en moyenne en Europe. 17% de sa croissance totale est captée par les 1% du haut. 17%, c'est beaucoup. En fait, c'est même plus que l'ensemble de la croissance captée par la moitié la plus pauvre de la population. Donc, ça a un sens du point de vue macroéconomique. Avant redistribution. Avant redistribution. Pardon. Ça change tout. La France est l'un des pays, comme vous le savez, qui redistribue le plus, mais c'est massif. On peut en être fier collectivement. Hein. Si vous prenez la moyenne des 10% qui gagnent le moins et que vous la rapportez à la moyenne des 10% qui gagnent le plus, avant redistribution, vous avez un rapport 1 à 20, 1 à 25. C'est-à-dire que les plus riches gagnent en moyenne, les 10%, 25 fois plus. Une fois que vous avez fait les allocations, les impôts, on tombe à 1 à 6, 1 à 7 en France. C'est un énorme travail de redistribution. Et je pense qu'il faut en être fier, parce qu'effectivement, c'est bien dans une démocratie sociale. Peut-on aller plus loin? C'est une autre question. Mais faire comme si on n'avait pas déjà en France un des pays les plus redistributeurs, à mon avis, c'est pas sérieux. On est un pays très, très, très redistributeur. Alors, Hélène Brévier, il y a les chiffres et il y a la perception. Voilà. Je vais vous citer une phrase de Tocqueville. Tocqueville disait « Le désir d'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande ». C'est-à-dire, plus l'égalité se réduise, plus on voit ce qui reste. C'est le cas, par exemple, en Scandinavie. Alors, est-ce que c'est pas cette impression
qui renforce un sentiment qui finalement ne correspond pas à une réalité? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que l'égalité, c'est quand même une valeur fondatrice de la République française. Donc forcément, il y a des attentes très fortes. Excusez-moi. Donc il y a des attentes extrêmement fortes qui du coup peuvent amener à des déceptions, ce qui est moins vrai dans d'autres pays. Hein. Les États-Unis sont moins. Par exemple, en Suède, il y a pas mal d'égalité. L'égalité est plus importante que dans d'autres pays et les inégalités sont soulignées plus qu'ailleurs. Oui, parce que du coup, cette valeur est plus très importante. Donc on a beaucoup plus d'attentes. Ensuite, il y a quand même, c'est vrai, en France, une peur du déclassement qui n'est pas réelle dans les chiffres, mais une peur. Et du coup, cette peur du déclassement, elle conduit à ce que chacun se recroqueville un peu. C'est ce que Patrick Savidan a montré dans son livre. Voulons-nous vraiment l'égalité? Peut-être que les gens veulent l'égalité, mais in fine, ils ont l'impression que quand ils la veulent, ça va être que eux qui vont participer. Donc il y a une espèce autour de la solidarité, il y a quelque chose à reconstruire pour pouvoir mettre à plat ce système fiscalo-social et voir si on souhaite lui donner davantage de pouvoir redistributif. On va évoquer l'inégalité devant l'espérance de vie. Oui. La façon dont l'espérance de vie est corrélée au revenu, en l'occurrence. Et là, on est dans quelque chose de très très concret. C'est la traduction la plus frappante et la plus choquante également des inégalités de revenus ou de patrimoine. Plus on est pauvre, moins on vit longtemps. En France, chez les hommes, les 5% les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les 5% les plus pauvres. Ça représente quand même 15% de vie en moins. Chez les femmes, l'écart est un peu plus faible. Il y a 8 ans qui séparent les femmes les plus riches des femmes les plus pauvres. Et ça vient d'un bilan démographique qui a été publié par l'INSEE en février, qui est passé relativement inaperçu, alors qu'il mérite quand même qu'on rentre dans le détail, et notamment dans le détail de ces deux chiffres. Si vous êtes un homme et que vous gagnez 1 000 € par mois, votre espérance de vie, elle est de 75 ans. Il suffit de gagner 100 € de plus par mois, donc 1 100 € pour gagner 1 an de vie. Et on peut comme ça faire le calcul quasiment à l'infini. Alors l'INSEE va avancer plusieurs pistes pour expliquer ce phénomène-là et ces 13 ans de vie en plus ou en moins. Évidemment, et ça aussi on en a beaucoup parlé, plus on est pauvre, moins on a accès aux soins. On sait que 3 Français sur 10 renoncent à se soigner, faute d'argent, certains soins en tout cas, et que les ouvriers sont surreprésentés dans cette catégorie. Le statut socio-économique, ça a également un effet sur les comportements à risque. Il y a par exemple 2 fois plus de fumeurs chez les non-diplômés que chez les diplômés du supérieur. Et puis on sait également que les pauvres vont exercer davantage de métiers qui entraînent des accidents de travail, etc., de la pénibilité. Lucas Chancel, qu'est-ce que ça dit, une fois qu'on a dit ça, et c'est assez terrifiant, qu'est-ce que ça dit de notre système de santé qui est censé garantir un petit peu d'égalité face à la mortalité Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Le constat qui est fait là, c'est qu'effectivement, à niveau de vie inégal, à niveau de revenu inégal, vous avez des chances inégales en termes d'espérance de vie. Il y a un autre constat qu'il faut ajouter à ça. Si vous comparez des sociétés à un point du temps donné, et même dans le temps, États-Unis, France, Royaume-Uni, etc., les sociétés les plus inégalitaires vont aussi être des sociétés où l'espérance de vie va être moins bonne, pas uniquement pour les plus modestes, mais pour l'ensemble de la société. Pourquoi? Eh bien, les épidémiologues, les chercheurs en sciences de la santé qui travaillent sur ces questions, avancent plusieurs explications. La première, c'est que les sociétés plus inégalitaires sont des sociétés qui vont moins investir dans les services d'accès à la santé, puisque quand vous êtes très riche, vous n'avez pas envie d'avoir payé des impôts. Warren Buffett est une exception. Payer des impôts qui vont permettre aux plus modestes d'accéder à la santé. Et deuxième explication, c'est le canal du stress. Les sociétés plus inégalitaires sont aussi des sociétés plus stressées, et le stress a tout un tas de conséquences physiologiques. Donc ça, c'est ce que nous racontent des recherches récentes en épidémiologie qui montrent que ces inégalités sont effectivement néfaste pour les plus modestes, mais aussi pour l'ensemble de la société.